L'herpès virus, c'est un petit virus de 100 à 200 nanomètres à ADN. Il comporte une capside isoédrique et une enveloppe, donc c'est un virus fragile, car l'enveloppe c'est un élément de fragilité d'un virus. Il rassemble 8 virus. L'HHV1 et 2, c'est l'herpès simplex 1 et 2. L'HHV3, virus de la varicelle et de la zona. L'HHV4, c'est le cytomégalovirus. HHV5, le PV, c'est le virus Epstein-Barr. HHV6, herpès virus humain. HHV7, proche du HHV6, l'herpès virus humain. Et HHV8, c'est responsable du sacrum de Kaposi. Donc, suite à l'infection par ces herpès, il y aura une primo-infection. Puis, le virus va être éliminé et son génome va persister dans le corps, dans une phase de latence. Et à la suite d'un facteur déclenchant, il y aura la réactivation de ce génome. La cancérisation cellulaire par ces virus est possible. On commence par l'herpès simplex virus 1 et 2. Il est responsable des lésions buccales et des lésions génitales. L'herpès simplex, il existe le 1 et le 2. L'herpès simplex virus 1, il est responsable des lésions surtout buccales et rarement génitales. La transmission se fait par contact orofacial et en particulier lors d'un baiser. Et le premier contact avec l'HSV1, l'herpès simplex virus 1, se fait tôt dans la vie, entre 1 et 4 ans. C'est parce que les adultes embarrassent beaucoup les enfants. C'est pour ça l'infection se fait tôt dans la vie. Et l'herpès simplex virus 2, il est responsable des lésions génitales, uniquement génitales. La transmission se fait par les rapports sexuels chez l'adulte jeune. Et les facteurs de risque, c'est le sexe féminin, précocité des rapports, augmentation du nombre des partenaires, niveau social bas, l'antécédent d'IST et l'infection par le VIH. Pour la physiopathologie, on a la primo-infection. Le virus se multiplie au point d'inoculation. Puis par voie nerveuse, il va gagner les ganglions rachidiens sensitifs. Sa stylite du territoire de la primo-infection peut rester dans une phase de latence. Donc si on a une infection orale, infection buccale, le génome du virus va se localiser dans le ganglion de Gasset. Donc, le point d'inoculation buccale, puis par voie nerveuse le génome gagne le ganglion sensitif où il va persister dans une phase de latence, puis lors de la réactivation, il va cheminer il va revenir dans le point d'inoculation. C'est lors de la réactivation. Ici, on a une infection génitale, le génome se localise dans les ganglions sacrés. Et la réactivation se fait sous deux formes, soit une des récurrences et cliniquement sont apparentes. Le virus, par voie axonale centrifuge, recolonise le territoire cutané de la primo-infection. Et soit une excrétion virale, et là c'est asymptomatique. Et cliniquement, l'herpès orofacial, l'herpès buccal, la primo-infection, elle est dans 90% des cas asymptomatique. Sinon, on aura une gingivostomatite aiguë de l'enfant. C'est la forme type. Puis le virus va être inactivé et persiste sous forme d'ADN dans le ganglion du Gasset. Et suite à des facteurs déclenchants, stress, exposition à des UV, immunodépression, menstruation, infection générale fébrile, lésion régionale, il y aura la réactivation. C'est la récurrence, sous forme d'un bouton de fièvre au niveau de la bouche. Et cette réactivation, elle est grave que chez certains cas particuliers. Sensibilité individuelle, immunodépression, herpès néonatal. Responsable de kératite, herpès kératique. Et pour l'herpès génital, c'est la première cause d'ulcération génitale. La première infection, dans 90% des cas, elle est asymptomatique. Sinon, on aura une vulvovaginite aiguë c'est la forme type chez la femme. Puis le virus c'est la première infection, puis le virus va persister, son génome va persister dans le corps sous forme de latence. Et suite à des facteurs déclenchants, il y aura une phase de récurrence et la réactivation au niveau de la muqueuse génitale et les fesses. C'est l'herpès simplex virus 1. Et maintenant, on passe pour la varicelle et la zona, HHV3.
Il est responsable d'une éruption à la phase d'état. C'est ça la varicelle, Bushouka. Donc la varicelle c'est la primo-infection par le virus zona varicelle. La varicelle c'est la primo-infection. Et la zona c'est la forme de réactivation. Alors on commence. La contamination se fait par voie respiratoire. Donc il y aura une multiplication des virus au niveau du pharynx. Puis virémie, les virus passent dans le sang pour arriver au niveau cutané. Responsable d'une éruption cutanée qui siège dans tout le corps, ne respecte ni le visage, ni les mains, ni rien. Donc elle siège dans tout le corps, cette éruption. C'est la varicelle. Et dans 10 jours, tout entre dans l'ordre. Alors après ces 10 jours, le virus sera éliminé par voie hépatique ou rénale. Et son génome va persister dans les ganglions sensitifs. Du point d'inoculation, la peau, le virus chemine par les voies axonales vers les ganglions sensitifs, où il va persister sous forme de latence. C'est la varicelle. C'est la primo-infection. C'est ça la primo-infection varicelle. Mais suite à un facteur déclenchant, il y aura la réactivation. Le virus du ganglion sensitif va cheminer vers le métamère innervé par le nerf, responsable d'une éruption non générale. Et elle touche une partie de métamère innervé par le nerf, soit le cou, soit thorax, soit l'abdomen. Et cette réactivation, c'est ça la zona. C'est la réactivation du virus chez le sujet qui ont déjà fait une varicelle. Donc, pour la primo-infection varicelle, cette varicelle, primo-infection, c'est une maladie de l'enfance, endémique, épidémique et immunisante. Cliniquement, 3 phases: incubation, invasion et phase d'état. L'incubation est silencieuse de 14 à 16 jours. L'invasion, elle est très brève, 24 heures, soit inaperçue, soit on a des fébrocules de 37-38 degrés, malaise général. Et à la phase d'état, on a un exanthème plus nénanthème plus signe généraux. L'exanthème, c'est l'éruption. Et l'énanthème, c'est des érosions au niveau de la muqueuse buccale. Et le signe des généraux, on a une fébroncule. Pour l'exanthème, il se fait en 1 et 3 poussées. Donc, on a des éléments d'âge différents. Premièrement, on a une macule. La macule rose à liquide clair. Puis le liquide le deuxième jour, le liquide va devenir trouble, liquide trouble avec pustule. Et puis il y aura une croûte. La peau va vieillir. Une croûte, c'est qashra. Croûte elle est brunâtre le 8e jour. Et puisqu'on a la poussée se fait en 3 jours, donc on a des éléments d'âge différents. On peut trouver soit une macule rose, soit on trouve des macules roses et un liquide trouble et des croûtes brunâtres. Donc c'est ça les éléments d'âge différents. Et la guérison se fait jusqu'à 10 jours. C'est pour 10 jours. Et elle siège dans tout le corps. Et un énanthème, érosion au niveau de la bouche et signes généraux, fibricule. C'est ça la primo-infection, la varicelle. Et la zona, c'est la réactivation. Elle touche surtout les sujets âgés, l'âge avancé, un terrain immunodéprimé, pathologie vertébrale et sujets atteints de sida. C'est ça, donc on aura une réactivation et donc cette réaction elle touche un métamère énervé par le nerf. On a soit la zone thoracique, soit une zone des nerfs crâniens, soit une zone généralisée. Pour la zone thoracique, elle débute par une sensation de brûlure en hémiceinture, puis un placard rouge-rose, puis des vésicules à liquide clair, puis le liquide devient trouble, puis une croûte noirâtre. Et on aura une décoloration de la peau blanche visible chez les sujets bruns. On peut avoir des adénopathies. La gravité des zonas, c'est la douleur post-zostérienne. C'est un nerf pharynxien. Douleur post-zostérienne. Elle peut persister 2 à 3 mois. On a la zone des nerfs crâniens, zone ophtalmique et zone oculaire. Et la zone générale, elle est rare, c'est le sujet immunodéprimé. Diagnostic et les cliniques.
Et maintenant, on passe pour le cytomégalovirus, le CMV. Le cytomégalovirus, la transmission se fait en cas de greffe d'organes comme le foie, greffe rénale, moelle osseuse. Et la transmission peut se faire aussi par tous les liquides biologiques, les urines, sécrétions génitales, salive et le sang. Ce cytomégalovirus peut affecter tous les organes. Le cerveau, encéphalite, rétinite, le système respiratoire, pneumonie, une atteinte du foie, hépatite, gastro-entérite et un rejet de la greffe est responsable aussi d'une fièvre prolongée. Lors de la primo-infection, le cytomégalovirus infecte les cellules épithéliales, soit au niveau buccal, dans la muqueuse gastrique, urinaire. Il y aura la multiplication à ce niveau-là. Il y aura l'endommagement de ces cellules par destruction du cytosquelette. Et en conséquence, on aura l'élargissement des cellules et des inclusions virales dans le noyau des cellules. Et le CMV infecte aussi les monocytes dans le sang et persiste à une phase de latence à l'intérieur de ces monocytes. Et suite à des facteurs déclencheurs, il y aura la réactivation. L'infection primaire n'est grave que chez certains sujets déprimés, réalisant une fièvre, pneumonie, des atteintes oculaires, chez le sujet greffé et chez le fœtus responsable d'une encéphalite. C'est ça l'infection à cytomégalovirus. Et maintenant, on passe pour l'EBV et la mononucléose infectieuse, qui est responsable d'une angine. La transmission se fait par l'EBC prolongé. Donc, la transmission elle est salivaire de ce EBV. Suite à un baiser, le virus va se multiplier au niveau du pharynx, puis il va gagner au niveau des amygdales. C'est un tissu lymphoïde riche en LB et LC. Le BV va cibler les LB des amygdales. Et il cible aussi l'épithélium des amygdales. C'est la primo-infection, elle est asymptomatique. C'est l'incubation. Elle est asymptomatique. Le BV se multiplie dans les LB et le virus va gagner les sécrétions pharyngées, la salive. Et là, il est responsable de la transmission par voie salivaire. L'EBV induit une réponse immunitaire par les LB. Il capte l'antigène de l'EBV, responsable d'une réponse immunitaire locale dans les amygdales. Les LB peuvent passer dans le sang par une virémie et gagnent des autres localisations dans les nœuds lymphatiques dans la rate. Il peut gagner le foie. C'est les organes riches en LB et LC. Et dans la rate, les LB activent les LT8 et les CD4, responsables d'une réponse immunitaire. Et l'activation des CD4 responsable, elle va activer les LB, responsables de libération des anticorps. Cette réponse immunitaire dans la rate et dans le foie aussi, elle est responsable d'une hypertrophie des organes réticulo-endothéliales. Donc, c'est ce EBV la mononucléose, c'est la responsable de la mononucléose infectieuse. La mononucléose infectieuse, elle traduit la primo-infection par l'EBV, l'Epstein-Barr virus, HHV5. Elle touche surtout le sujet jeune. La primo-infection à l'enfance, elle est asymptomatique. Et si elle est retardée, vers le 15-25 ans, elle est symptomatique. La transmission, comme on a vu, par la salive et le baiser profond et prolongé. Cliniquement, on a 3 phases, incubation et le début et la phase d'état. L'incubation, elle est longue, comme on a vu dans la physiopathologie, et le début, il est insidieux par malaise combatif fébricule. Et lors de la phase d'état, la fièvre, elle est élevée, 40 degrés, on a une asthénie, des adénopathies fermes douloureuses, parce que le virus est là, une localisation dans les nœuds lymphatiques, une splénomégalie, comme on a vu dans la rate, une pharyngite, pétéchie du val du palais, une angine, revêtant différents aspects, nécrotique pseudomembraneuse. Cette angine due à la multiplication du virus dans les amygdales. Un érythème cutané divers. L'éruption elle est rare, 5% des cas, et les myalgies arthralgies. Et l'évolution se fait vers la convalescence, après 6-10 jours d'allaitement. Parfois plus. L'asthénie peut persister longtemps.
Et le diagnostic, il existe le diagnostic d'orientation et de certitude. Le diagnostic d'orientation repose sur l'hémogramme, l'NFS, un syndrome mononucléoside. On a une hyperlymphocytose à prédominance lymphocytaire. Et les lymphocytes ont des différents aspects. Et augmentation légère des transaminases aussi. Et le diagnostic de certitude de confirmation repose sur le MNI test. C'est un test rapide, mais on a beaucoup de défauts positifs. Et on a des réactions de Paul Bunel-Davison. Elle est fiable dans 80% des cas. Et le test à EGM anti-VCA, c'est la plus fiable et la plus spécifique. C'est ça le diagnostic. Et maintenant, on passe pour les HHV6, HHV7 et le HHV8. Le HHV6, il touche surtout l'enfant. C'est le 6e virus, herpès virus humain. Il infecte les lymphocytes et entraîne un exanthème subi chez l'enfant. C'est une éruption cutanée. Chez l'enfant de 6 mois à 4 ans. 6e maladie ou roséole infantile, maladie bénigne. C'est le HHV6. Le HHV7 ressemble à l'HHV6, mais il touche surtout l'adulte. Et le HHV8, ce virus est responsable du syndrome de Kaposi. Ce cancer est très lié au sida et se caractérise par des plaques rouges faciles à reconnaître sur la peau. C'est ça le syndrome de Kaposi.